Quand la colombe revint à Noé, elle avait un rameau d'olivier tout frais dans son bec. Alors Noé sut que les eaux avaient diminué de dessus la terre. L'olivier est le premier arbre qui est émergé des eaux après le déluge, signe que la vie humaine pouvait reprendre sur la terre. D'après les Écritures, l'histoire de l'olivier aurait donc commencé avec l'humanité. En Grèce, c'est la déesse Athéna qui aurait planté le premier olivier. Depuis l'Antiquité, l'arbre sacré fut toujours un symbole de paix et de fécondité. Nombreux sont les objets qui témoignent de l'importance de sa culture dans la vie quotidienne. Arbre mythique, l'olivier a choisi comme lieu de prédilection le pourtour méditerranéen, où le climat lui est particulièrement bénéfique. C'est un arbre peu exigeant. Il peut se contenter des sols les plus pauvres, rocailleux, calcaires et secs. Il s'accroche sur les collines, exposées au soleil, mais surtout bien à l'abri des gelées de printemps. Il peut vivre plusieurs centaines d'années. Son grand âge lui donne souvent une silhouette trapue, noueuse, tourmentée. L'olivier, c'est un bel arbre parce que ça garde son feuillage tout l'hiver et que ça a un feuillage argenté. Et en fait, l'olivier, ça fait ses fruits sur les bois de l'année précédente. Et donc, ça fait des bois jeunes, souples, alors que c'est un arbre qui est souvent vieux, qui a l'air un peu tout d'un vieux pépé. C'est plein de rameaux jeunes et très souples au vent. Et quand vous baladez dans des oliveraies bien entretenus, c'est vraiment magnifique. L'olivier, c'est un arbre mythique. C'est un arbre passionnant, mais très capricieux, qui ne nous a pas livré tous ses secrets, bien loin de là. En Provence, l'olivier a été implanté sur d'étroites bandes de terre, souvent en restanques, au temps où l'homme s'acharnait à récupérer la moindre parcelle cultivable. L'olivier était une source précieuse de matières grasses, l'huile, et donc une culture lucrative. C'est au cours du XIXe siècle qu'apparurent les huiles espagnoles et italiennes sur le marché français, grâce à la politique libre-échangiste. L'huile de graine fait son apparition dans la cuisine et le pétrole prend place dans les lampes. Le développement du machinisme au profit des grandes cultures, d'une part, et quelques gels particulièrement rigoureux, d'autre part, ont continué à faire régresser les olivettes. Les gens ont abandonné de plus en plus des endroits qui n'étaient pas rentables. Et effectivement, les endroits qui sont moins faciles à travailler, notamment les collines, ont été abandonnés en premier. En plus de ça, l'huile d'olive n'avait pas la cote à cette époque-là. On préférait les huiles de graines, notamment l'huile d'arachide ou d'autres matières grasses, le beurre, la margarine. J'ai connu cette époque où, quand j'étais gosse, on venait proposer à nos parents d'échanger la belle salle à manger en chêne ou en noyer contre une salle à manger en formica. Eh bien, pour l'huile d'olive, c'était un peu le même cas. C'était une question de mode. On a subi cette mode qui voulait qu'on mangeait autre chose que notre production. Aujourd'hui, la présence de l'olivier tient peu aux fêtes économiques, car il y a longtemps, comme le mûrier et l'amandier, qu'il aurait dû disparaître. Il n'est pas non plus présent uniquement pour le plaisir des touristes. En fait, comme un fidèle compagnon, il a toujours fait partie de la vie quotidienne et du paysage des Provençaux. L'olivier, je crois que c'est quelque chose qui est complètement différent et on imagine mal un industriel ou un entrepreneur, un artisan, travailler avec du matériel qui a plusieurs centaines d'années.
Et c'est ce que je fais tous les jours quand je travaille dans les oliviers. Je travaille avec du matériel qui a 200, 300, 400 ans. La culture de l'olivier, c'est aussi la convivialité. De nombreuses manifestations en Provence rassemblent les admirateurs, les défenseurs passionnés de l'olivier. Tous viennent fêter la splendeur des collines, déguster la qualité des produits, évoquer un passé où l'histoire et le mythe se confondent. Les fêtes de l'olivier qui sont organisées un peu partout maintenant sont, je crois, le reflet d'un certain renouveau pour la culture de l'olivier et surtout au niveau traditionnel. C'est-à-dire que l'olivier est un arbre très ancien et beaucoup de gens sont attachés à le remettre en valeur puisqu'on avait vu que pendant un temps il était un peu délaissé et les fêtes qu'on a vues, on en voit fleurir un peu partout dans toute la Provence. Je crois que c'est vraiment la reconnaissance de l'olivier qui est l'arbre roi de la Provence en fait. Quand on organise la fête des messes, il est évident que ce jour-là, c'est vraiment l'apothéose dans le pays, quoi. Tout le monde s'habille pratiquement en provençal. Et ce jour-là, nous exposons, nous faisons voir comment on fait l'huile avec un petit moulin. On présente les tailles d'arbres, on porte des arbres sur la place, des arbres qui sont déracinés, on les porte sur la place. Mais enfin, on essaie de faire au maximum une journée provençale et une journée de l'huile. Voilà. Alors il y a la tasse de l'huile, il y a les chevaliers de l'olivier qui viennent, il y a des nominations. Nous défendons donc la culture de l'olivier, mais également son culte et tout ce que celui-ci représente dans le cœur des hommes. Pour mieux faire connaître cet arbre et ses territoires de prédilection, les oléiculteurs ont eu l'idée de créer la route de l'olivier. La route de l'olivier, dans un premier temps, a été expérimentée sur 2 bassins de production, donc les Alpilles et le Nuancé et les Baronnies. Et les Alpes de Haute-Provence sont concernées actuellement par ce projet puisqu'il y a une volonté de créer une route de l'olivier, ce qui permettra de faire la liaison avec les routes existantes. Les itinéraires de la route de l'olivier permettront de s'arrêter dans des moulins à huile avec des moyens plus ou moins modernes ou plus ou moins anciens. Et d'autre part, de s'arrêter chez des producteurs pour déguster des huiles. On pourra également s'arrêter dans des musées qui mettent en évidence un patrimoine oléicole local, de visiter des savonneries, de s'arrêter chez des restaurateurs qui cuisinent avec des produits oléicoles de pays, etc. Ça permettra aussi de découvrir des sites paysagers d'oliveraies, que ce soit des sites remarquables ou des points de vue, des aires de repos où l'on peut voir les oliviers. Forçant le respect des hommes, l'olivier impose sa place privilégiée dans le paysage provençal et l'agriculture familiale. Ces paysages témoigneront encore longtemps de ce labeur incessant, de l'histoire d'un peuple déterminé à garder son identité culturelle. L'olivier est un arbre fruitier qui fleurit en juin. De ces fleurs naissent les olives, qui sont d'abord vertes, puis noires. Quand elles sont mûres, on récolte les olives, puis on les porte au moulin, qui va les triturer, c'est le terme technique, pour en extraire l'huile d'olive.
La récolte des olives, les olivades, commence en décembre. À Sainte-Catherine, l'huile est à l'olive. Donc ça, c'est un dicton qui existe depuis des centaines d'années. Il faut croire que les vieux l'avaient expérimenté. Ça veut dire aussi que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire en gros commencer début décembre et finir mi-janvier, ça correspond un petit peu à la logique. Notre technique aussi, c'est donc la plus ancienne, c'est le ramassage à la main, donc, qui consiste à pratiquement traire les arbres, tout doucement, en faisant bien attention. Et bien entendu, la façon la plus classique, c'est le ramassage avec les filets et les peignes. Vous savez qu'on dit en provençal « bonnes olives, bonne oli », ce qui veut dire en français « bonnes olives, bonne huile ». Mais enfin, les bonnes olives, disons, c'est déjà des olives qui ne sont pas stockées longtemps. Donc, nous, on part du principe que l'huile d'olive, c'est un jus de fruits. Donc, le meilleur des jus de fruits, c'est fait avec des fruits frais. Donc, les olives doivent être écrasées rapidement et l'huile est faite immédiatement, quoi. Il faut en moyenne 5 kg d'olives pour faire 1 litre d'huile. Dans les moulins, le matériel de trituration a beaucoup évolué pour des raisons de rendement, mais sans que la qualité de l'huile en souffre. En effet, du moulin ancestral à l'entreprise moderne, le processus de fabrication est resté pratiquement le même. Certains moulins ont même conservé les grosses meules en pierre ou le pressoir à scourtin, témoins immobiles d'une époque pour eux révolue, mais que les derniers mouliniers traditionnels utilisent encore. Certains moulins ont adopté un compromis entre l'ancien et le moderne, sacrifiant le broyage à la meule de pierre et les scourtins en vannerie, tout en conservant le système de pressage de la pâte d'olive, mais avec des scourtins synthétiques. Dans les moulins les plus modernes, la frustration est grande pour le badaud, car il n'y a presque plus rien à voir. Les olives sont reçues dans des caisses ajourées. Les caisses ajourées, tout simplement pour éviter que les olives ne s'échauffent, donc pour une meilleure qualité de l'huile. Ensuite, les olives vont être lavées et ensuite vont être broyées. Donc on a un broyeur à disque qui a remplacé les meules que nous avions auparavant. Ensuite, cette pâte d'olive va être malaxée dans une machine qui s'appelle un malaxeur, tout simplement. Puis, il va y avoir une séparation des trois corps qui constituent les olives, c'est-à-dire la partie sèche, le grignon, et les deux parties liquides, l'eau et l'huile. Donc, cette séparation se fait dans une machine qui tourne très vite, et la séparation se fait par différence de densité entre l'huile, l'eau et le grignon. Ensuite, il reste un petit peu d'eau dans l'huile et un peu d'huile dans l'eau. Et il y aura encore une séparation qui se fera au niveau des centrifugeuses. Et à ce moment-là, donc, il y a l'huile pure qui va sortir. C'est un pur jus de fruits. Avant d'être commercialisée, l'huile nouvelle va devoir subir 2 épreuves. Le test d'acidité et la dégustation permettront de la classer dans telle ou telle catégorie. La classification de l'huile d'olive est définie par un règlement européen qui présente pour les huiles obtenues par pression à froid 2 classes essentiellement au niveau du consommateur, qui sont la première, la catégorie huile d'olive vierge extra, et une deuxième, la catégorie huile d'olive vierge, tout simple. Huile d'olive vierge. Donc ça, ce sont les 2 catégories, les deux seules que l'on peut trouver sur le marché français. Ce sont des catégories qui dépendent essentiellement du niveau d'acidité que l'on a dans ces huiles d'olive et aussi d'une note qui provient de l'analyse organoleptique, de la dégustation. Les producteurs et les mouliniers
fiers de leur huile, ont toujours aimé les concours et les récompenses. Il existe de nombreux concours, il y a le plus important qui est celui de Paris, dans le cadre du concours général agricole, qui juge aussi d'autres produits. Et puis on a ensuite des concours régionaux. Il existe donc de bonnes huiles et des huiles moins bonnes. Cela, tout le monde le sait. Par contre, peu de gens savent que l'huile d'olive peut être différente d'un terroir à l'autre. Notre clientèle recherche dans notre huile sa qualité, son goût, parce que l'huile d'olive est comme le vin, il y a un goût de terroir. Hein, le Châteauneuf-du-Pape n'existe pas à Bordeaux et vice-versa. Donc pour l'huile d'olive, c'est le même phénomène exactement. Et c'est un peu comme pour le vin, les cépages. Bon, nous, on a des variétés d'olives qui sont peu productrices, qui sont difficiles à cultiver, mais qui donnent un goût particulier à l'huile, qui font que les gens en ont envie. Et c'est ça qui fait donc, à mon avis, l'intérêt de ces huiles-là, c'est-à-dire que c'est des huiles qui reflètent vraiment la personnalité d'un producteur ou d'un moulinier. Et là, ça se déguste, à mon avis. C'est pour ça que c'est intéressant d'observer des différences de goût dans un produit qui, a priori, pour la plupart des gens, avant qu'il ait dégusté, semble assez banal au niveau de son goût. Alors que, bon, on a des centaines de goûts. On en a autant que le nombre de variétés multiplié par le nombre de façons de travailler. Pour protéger les huiles de terroir de la concurrence, les oliculteurs essayent de mettre en place, par bassin de production, des appellations d'origine contrôlée. En fait, des signes de reconnaissance de la qualité. L'AOC va être le moyen pour que notre huile d'olive soit reconnue par le grand public avec un signe, une garantie de qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a marqué AOC sur une bouteille, les gens vont pouvoir être sûrs de la provenance et de la qualité. Et là, on retrouve le terroir qui parle. Quand les gens seront capables de mettre 2 bouteilles d'huile sur la table, une pour les salades, une pour les plats chauds, eh bien, on aura déjà une culture qui viendra sur la table. Les gens auront envie de faire des mariages dans la cuisine de ces différents goûts d'huile. Et ça, c'est un peu ce que beaucoup maintenant font pour les vins. On prend un vin pour le hors d'œuvre, un vin pour le plat de résistance, un vin pour le dessert. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse quand on cuisine avec l'huile d'olive, parce que chaque huile a des caractéristiques bien différentes. Connaissant les variétés, les huiles plus ou moins fruitées, selon, pour un poisson cru par exemple, il vaut mieux utiliser une huile assez fruitée. Et pour certaines sauces, une huile un peu plus neutre. Avec l'huile d'olive, on peut faire et de la cuisine simple et de la cuisine compliquée. On a un pain à l'huile d'olive qui plaît énormément. J'imagine mal faire de la cuisine sans huile d'olive. Parce que je trouve qu'elle l'amène quand même un plus. Elle a des parfums qui représentent bien la région. Et elle permet de mettre en valeur l'ensemble des produits que nous utilisons. C'est souvent une découverte en fait pour les gens hors du pays et de la région. Et en fait, ils l'apprécient beaucoup. Un peu exotique pour les gens du Nord, pour les Provençaux par contre, l'huile d'olive, c'est comme le lait maternel. Pour nous, le goût de l'huile d'olive remonte bien sûr dans la famille. Mes grands-parents, j'ai toujours vu cuisiner à l'huile d'olive. Chez mes grands-parents, on avait une pièce qui s'appelait la pièce de l'huile. Alors à midi, nous allons manger une salade bien sûr faite avec de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai prévu une épaule d'agneau farcie à la tapenade qui cuira dans l'huile d'olive. Et après, une ratatouille avec les légumes habituels. Et pour dessert, des merveilles qu'on appelle aussi oreillettes. Je l'utilise quotidiennement dans la cuisine familiale, l'huile d'olive, tous les jours. De l'huile d'olive tous les jours, est-ce bien raisonnable? Qu'en pensez-vous, docteur? Est-il vrai que les Méditerranéens se nourrissent mieux
que, par exemple, les anglo-saxons. Cette supériorité de l'alimentation méditerranéenne est aujourd'hui bien connue. L'huile d'olive en est, je dirais, un élément majeur, mais elle est associée à d'autres aliments, d'autres nutriments, comme on dit, les végétaux et les fibres alimentaires en général, l'ail, le poisson et le vin, et qui font que ce régime est un modèle très performant, très sain, disons. L'huile d'olive est surtout un corps gras, comme vous le savez, qui a une qualité, c'est d'être insaturé. En dehors de ses qualités d'être une graisse, donc riche en produits énergétiques, il y a des composés divers tels que des vitamines A, C, E. Mais en fait, l'intérêt de l'huile d'olive vient surtout des connaissances actuelles qui montrent qu'elle favorise, disons, la production de ce qu'on appelle le bon cholestérol par rapport au mauvais cholestérol. C'est en grande partie par ce biais qu'elle est efficace dans la prévention des maladies cardiovasculaires. L'huile d'olive a toutes les vertus puisqu'elle est bonne également pour le foie, l'estomac et l'intestin. En usage externe, elle adoucit la peau. Produit de beauté, médecine naturelle, authentique jus de fruits aux saveurs de terroir, l'huile d'olive a tout pour plaire et elle plaît. Grâce à cette redécouverte, la culture de l'arbre sacré que l'on avait un peu abandonné redémarre, comme l'olivier après le gel. De nouveaux vergers apparaissent, qui dans quelques années donneront leurs premiers fruits. De jeunes agriculteurs se lancent dans cette culture désormais rentable. L'olivier est sauvé. Mener les oliviers est un travail d'artiste et qui ne fait jamais suer, disait Jean Giono. L'olivier peut être mené de 3 façons. Selon qu'il est en production, abandonné ou fraîchement planté, la méthode va différer et nous vous proposons d'en étudier les différences. Le maître d'olivier, le maître d'aujourd'hui, c'est peut-être découragé des quelques litres d'huile qu'il leur soutirait et qui ne payaient ni le pressage ni la peine. Mais les temps changent. L'huile d'olive fait un bond dans les sondages. Cautionnée par la faculté qui en fait une potion magique, ses crus sont reconnus. Sa cote monte, elle vaut de l'or ou pas loin. Le maître d'aujourd'hui regarde alors ses arbres d'un autre œil. Soudain, il se préoccupe des soins à leur donner pour qu'ils produisent plus et avec plus de constance. Pour l'olivier, il était temps. On va le traiter comme n'importe quel arbre fruitier. C'est nouveau. Beaucoup d'oléiculteurs pensent que l'olivier est un arbre qui se débrouille tout seul. En fait, c'est pas ça du tout. Il est un arbre fruitier comme les autres, c'est-à-dire qu'il a besoin d'engrais, de matière organique, de taille. Il a besoin d'une surveillance un peu phytosanitaire. Éventuellement, il a besoin d'eau. Si on veut essayer de réfléchir et de faire un entretien correct et raisonné, une des choses qui est importante de faire, c'est faire une bonne analyse du sol pour savoir les carences et les teneurs dans les différents éléments fertilisants. Et à partir de là, on fait la correction et les apports qui sont nécessaires. Mais on peut partir d'un principe, la formule 3-1-2, c'est-à-dire que pour 10 kg d'olive, on exporte 3 kg d'azote, 1 kg d'acide phosphorique et 2 kg de potasse. Voilà, c'est des chiffres qu'il faut retenir. Donc on peut imaginer une fumure qui est à peu près cette formule. En gros, un peu plus d'azote, peu d'acide phosphorique et une fumure moyenne en potasse.
l'entretien du sol varie suivant les méthodes de culture. C'est-à-dire, si on irrigue, par exemple, on voit certains vergers enherbés. Là où on n'a pas la possibilité d'arroser, eh bien, il faut éviter la concurrence, au contraire, des mauvaises herbes. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller trop profond pour ne pas abîmer les racines superficielles de l'olivier, qui sont relativement à fleurs. Il faut faire un passage de griffon, de herse ou de disque, en gros à 10 ou 12 cm, pas plus. Alors en ce qui concerne la taille, on doit avoir en tête que l'olivier, c'est un arbre méditerranéen, c'est un arbre qui a besoin de lumière et d'aération. Donc tout l'art de la taille va être de favoriser la pénétration de la lumière et le passage du vent. De cette façon, en éliminant des bois qui ont déjà produit, on va favoriser la pousse de nouvelles feuilles et de nouveaux bourgeons qui produiront l'année suivante la taille. 90% des échanges se font par le soleil, par la photosynthèse, grâce aux feuilles. Donc tailler un arbre, c'est lui donner la possibilité d'avoir de nouvelles feuilles et de nouvelles pousses et par la suite, bien évidemment, de nouvelles olives. Mais il y a un bon principe qui dit qu'un bon tailleur doit élaguer l'arbre suffisamment pour permettre à une hirondelle de passer au travers de l'arbre sans toucher des ailes. Cette taille, qui ne doit pas sacrifier plus de 30% du feuillage, est dite taille de fructification, pour la distinguer des tailles de restructuration et de formation. Elle se fait habituellement de mars à mai. Tous les autres arbres, que ce soit les arbres fruitiers que l'on connaît, sont tous des arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, et la taille se fait après la chute des feuilles. Donc on voit l'olivier, quand on était obligé de le tailler avec ses feuilles, on a l'impression qu'on est là en train de lui faire mal, si vous voulez, parce qu'il a toutes ses feuilles et on n'a pas l'habitude. Et je crois que c'est une des raisons qui ont fait que la taille de l'olivier reste un petit peu une cérémonie pour beaucoup de gens, surtout pour des gens qui ne sont pas des agriculteurs à temps plein. Ils ont un petit peu de mal à aller tailler un olivier alors qu'ils font facilement la taille des autres arbres fruitiers. Au niveau des ravageurs de l'olivier, on a la chance de ne pas en avoir beaucoup. C'est-à-dire que le seul en fait, qui soit gênant pour la qualité du produit final, c'est la mouche de l'olive. C'est une mouche qui est un peu plus petite que la mouche domestique et qui pond donc un œuf dans l'olive. Cet œuf va donner la formation d'un asticot qui va consommer la pulpe. Bon, ça donne donc une aération de la pulpe qui provoque de l'oxydation et cette oxydation se retrouve ensuite dans l'huile qu'on en obtient. Et ensuite, on a des insectes qui sont un peu gênants pour la quantité de production, mais qui n'altèrent pas du tout la qualité, comme la cochenille, par exemple. Cet insecte est une sorte de petite, se représente sous la forme d'une petite cloque qui s'accroche aux feuilles et aux petits rameaux de l'olivier et qui produit une sorte de miellat sur lequel se développe un champignon, un ensemble de champignons qu'on appelle la fumagine. Et c'est très gênant parce que ça finit par étouffer les oliviers, en fait, autant au niveau de la respiration que de la lumière. Le symptôme d'une attaque de teigne, c'est un petit trou à côté de la tache pédonculaire, car ce parasite vit dans le noyau l'été, ce qui provoque la chute des olives en fin d'été. L'hiver, il creuse des galeries sinueuses dans les feuilles. Comme la cochenille, ce parasite compromet la production, puisqu'il peut faire tomber jusqu'à 30% d'olives avant la récolte. Mais il n'affecte pas la qualité de l'huile. Alors voilà pour les principaux parasites. Et maintenant, il y a une maladie qui est quand même relativement dangereuse si on n'y fait pas attention, c'est le cycloconium, qui n'est pas forcément très visible, parce qu'elle fait d'abord une petite tache sur la feuille et la feuille tombe. Mais ça a pour conséquence de complètement faire tomber les feuilles de l'olivier, qui après, naturellement, doit reconstituer son feuillage, et au détriment des fleurs. Ce qui est avantageux, en n'ayant que 3 insectes quand même qui sont dangereux,
c'est qu'on peut arriver à pratiquer une lutte quand même raisonnée, c'est-à-dire traiter le moins possible, en gros, pour résumer, et on peut, dans certains cas, arriver à faire l'intégralité de la lutte en utilisant pratiquement pas de produits de synthèse. Le produit le plus utilisé sur l'olivier, c'est la bouillie bordelaise. C'est un produit à base de cuivre, et qui permet quand même de protéger l'olivier pendant la plus grosse partie de l'année. Et après, il ne reste plus qu'à faire quelques petits traitements préventifs contre la mouche de l'olive. On utilise pour ça des attractifs, et qui permettent donc de ne pas traiter tout l'arbre. Comme ça, on respecte quand même la plupart des insectes utiles qui se trouvent dans l'olivier. Toute la culture de l'olivier est faite dans une optique biologique, entre guillemets, mais en tout cas de lutte intégrée et vraiment très respectueuse de l'environnement et très respectueuse aussi du consommateur. Et notre ambition, c'est d'arriver à régulariser au maximum la production d'olives. C'est vrai que l'olivier est irrégulier, on récolte, tout le monde dit ça, on récolte en gros une année sur 2. Mais moi, ce dont je me rends compte maintenant, c'est que l'alternance, elle est liée en partie à la sécheresse. On peut donc la contrecarrer en mettant du goutte à goutte, ce qu'on a fait déjà sur une parcelle. C'est surtout pour réguler un petit peu les récoltes. C'est pas tellement en fait pour le faire produire plus, parce que les années sèches, l'olivier se met un petit peu en stand-by, si on peut dire, il se met au ralenti. Et il prépare la récolte de l'année d'après. Alors que si on lui donne de l'eau quand il en a besoin, il peut mener à bien la récolte qu'il a sur l'arbre et préparer quand même le bois pour l'année d'après. Et le fait de le tailler, d'un peu l'arroser quand il fait un été trop sec, de le fumer correctement, on arrive quand même à limiter cette alternance. C'est quand même le but. Limitez l'alternance par des soins adaptés et vos oliviers redeviennent rentables. En Haute-Provence, apparemment, le message passe, puisque de paysages embroussaillés commencent à émerger des îlots cultivés, où on redécouvre l'olivier. Il était temps, car le verger oléicole était passé de 500 000 arbres au début du siècle à 180 000 aujourd'hui. Si l'on en croit les derniers chiffres, la production en France ne représente que 5 à 6% de la consommation, laquelle a presque doublé au cours des 10 dernières années. Le marché est ouvert. Le maître d'olivier, ceux d'hier, les vénérables, en avaient peut-être oublié l'existence. Ils les ignoraient. Mais les temps changent et le temps passe. Et quand l'âge de la retraite arrive et qu'on a le loisir d'arpenter la colline embuissonnée, on redécouvre l'arbre que sa présence discrète avait fait oublier. Le maître des vénérables fait alors ses comptes et décide de redonner à ces arbres la place qu'ils avaient, la meilleure, au soleil, comme avant. Ce qui est assez fabuleux aussi avec l'olivier, c'est que c'est un arbre qu'on peut laisser abandonné comme ça pendant des dizaines d'années. On a des arbres que l'on retrouve sous des couverts forestiers relativement denses. Ce sont des arbres qui ont été abandonnés peut-être depuis un siècle. Il suffit qu'on procède bien sûr des opérations d'abattage d'arbres, de débroussaillement, pour que ces arbres de nouveau rejaillissent et au bout de 4 ou 5 ans se remettent à donner des olives. Une fois que le terrain a été mis à nu, donc après on s'attaque directement à la réhabilitation de l'arbre. Donc l'arbre, on a aussi plusieurs cas de figure. On a des arbres qui, même ayant été abandonnés, ont continué à développer un certain feuillage. Donc dans ces cas-là, on peut faire une restructuration relativement légère, des charpentières, on peut dire. Les charpentières, donc sont les parties supérieures de l'arbre. Par contre, des arbres qui ont souffert
depuis très très longtemps. Donc dans ces cas-là, en général, et ce qu'on conseille, c'est de restructurer les arbres complètement au pied, de telle manière à faire repartir des rejets. Et donc c'est à partir des rejets qu'on va redonner une nouvelle structure au futur olivier, bien sûr, qui va redémarrer. On peut dire que la réhabilitation d'un site, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Pour cela, on s'adresse à des mesures existantes, donc ça par le Conseil général, par les services de l'État, par la région. Il faut préciser que cette réhabilitation a des retombées favorables, en particulier sur la prévention des incendies et sur l'emploi. Pour ma part, je suis responsable d'une entreprise à caractère social. Elle emploie 10 personnes pour justement intervenir sur ces réhabilitations de sites abandonnés. On peut parler également de la route de l'olivier, sachant que la réhabilitation des oliviers, si derrière c'est une production d'olives et bien sûr d'huile d'olive, c'est aussi une réhabilitation de sites, réhabilitation de paysages, de sites remarquables, donc qui intervient directement dans le cadre de ce programme environnement, culture, tourisme porté par cette route de l'olivier. Et je pense plus particulièrement à la remise en état de tout le bâti en pierre sèche que l'on retrouve ici en Provence. Le bâti en pierre sèche, on appelle ça les restants, qu'on les appelle plus particulièrement chez nous les bancao. Et donc c'est réhabiliter aussi tout un patrimoine qui a été délaissé du fait que les oliviers n'étaient plus rentables. Le maître d'olivier de demain ne le sait pas encore. Il a quelques terres en friche que les troupeaux ne fréquentent plus. Il a quelques arpents de lande qui découragent la culture. Il s'en désole et le regrette. Quand il s'avise au cours d'un repas, d'un aïoli peut-être, du goût de l'huile qu'on lui dit d'olive. Son parti est pris en faveur de l'olivier. Le bulle est commandé pour le lendemain. L'olivier est un arbre méditerranéen, c'est-à-dire qu'il a besoin de lumière et de vent. Mais par contre, il redoute énormément les bas-fonds humides, car il risque de s'asphyxier. Donc on peut dire que la situation rêvée pour l'implantation d'un olivier, c'est un coteau orienté sud-sud-ouest, plutôt dans un sol drainant. Les opérations à effectuer, tout d'abord débarrasser l'endroit que l'on aura choisi de toute sa végétation parasite, puis d'effectuer un labour peu profond. Au cours de ce labour, il est important d'enfouir soit une matière organique, soit des engrais minéraux que l'on aura soin de déterminer par une analyse de sol préalable. Avant de commander les jeunes plants en pépinière, il faut avoir choisi la variété d'olive qu'on souhaite récolter. Il en existe de nombreuses, pour la table ou pour l'huile. Le mieux est de se fier aux variétés locales, bien adaptées à un terroir particulier. La variété la plus intéressante pour notre huile d'olive, c'est-à-dire celle de Haute-Provence, c'est une variété qui s'appelle l'Aglando. Elle a un gros inconvénient, c'est que les olives sont très solidement attachées dessus. Elles sont petites et légères, et donc on a toutes les peines du monde à les faire tomber. Ce défaut est surtout gênant quand on récolte à la battue. Mais cette pratique du gaulage, très répandue en Espagne par exemple, est encore marginale en Provence, où l'olive se récolte traditionnellement à la main, à la pince, et surtout au peigne. Bref, vous avez reçu vos plants que vous allez mettre en terre au printemps, si la menace de gels hivernaux vous interdit la plantation d'automne. Le terrain est déjà piqueté en fonction de la densité et de la disposition choisie. Comme on dit, il n'y a plus qu'à.
À la plantation, lorsque l'on aura tracé le verger, on installera les oliviers en ayant soin de les tutorer et de les protéger par des manchons ou par des filets contre les rongeurs. Une densité moyenne dans un verger traditionnel est de l'ordre de 200 oliviers hectares, ce qui correspond grosso modo à des distances de 7 mètres entre chaque arbre et entre chaque rangée. Grâce à l'irrigation, on peut obtenir des densités de 350 à 400 arbres hectares, ce qui correspond à des distances de plantation de 6 mètres sur 5 mètres, voire 7 mètres sur 5 mètres. L'irrigation est un plus pour l'oléiculture, surtout pour les jeunes plantations, parce que un jeune verger sur lequel on aura installé un système d'irrigation aura une mise à fruit plus précoce, au bout de 5 ans environ, et des pousses beaucoup plus vigoureuses que s'il n'avait été mené au sec. L'entretien, pendant les premières années, outre les apports d'engrais azotés qu'on en effectuera au printemps, consistera principalement dans des couvertures cupriques, c'est-à-dire, pour parler différemment, effectuer des bouillies bordelaises 2 à 3 fois par an, une protection contre les champignons, c'est-à-dire l'œil de paon et la fumagine. Pour la taille, l'opération consistera à enlever tous les départs de pousses qui partiront du sol jusqu'à environ 20 cm. Mais on ne peut pas parler de taille pendant cette période. Dirons-nous plutôt un accompagnement de son développement. Comme l'olivier, à un moment, n'était plus un arbre rentable, ou n'était pas un arbre rentable, il a été abandonné par une population agricole. Mais par contre, avec les migrations urbaines qui sont produites maintenant depuis 25-30 ans, eh bien, l'olivier a été approprié par une population urbaine, donc qui possède bien sûr des petites olivettes dans lesquelles des gens ont bien souvent installé leur maison d'habitation, mais ces olivettes, donc, ce sont des olivettes qui sont relativement petites. Les agriculteurs avaient abandonné l'olivier aux retraités venus de la ville. Dans leurs mains, l'oliveraie était devenue olivette, plus modestement. Mais de nouveau, l'agriculteur s'intéresse à l'arbre. Il y a quelques centaines d'hectares qui ont été plantés depuis un plan de relance qui a été mis en place à partir de 1987. Et maintenant, ça continue. Il y a quelques années, c'était un pari difficile, mais on s'aperçoit maintenant que de plus en plus, il y a des gens, même des jeunes, qui envisagent de s'installer avec une grosse partie d'olivier. Il ne faudrait pas pour autant oublier les anciens. Ils n'ont pas leur pareil pour bichonner les oliviers, les soigner, les servir comme ils le méritent. Car de l'arbre ou de l'homme, le maître n'est pas celui qu'on croit.